À l'écoute de Radio Mali, il est 13h. À Mankourani, c'est dans la région de Sikasso. C'est l'heure de votre journal de la mi-journée. Le journal Ousmane Daoud. Mesdames et messieurs, bonjour. À la une de cette session d'information. Procès Paramount Embraer, c'est une dizaine de personnes présumées impliquées dans l'achat et la livraison d'équipements militaires pour les femmes. Des accusations de faux, usage de faux, atteinte aux biens publics, blanchiment de capitaux entre autres sont retenus contre ces personnes. Après 2 mois, le procès est suspendu jusqu'au 23 mars prochain. Il illustre la volonté de l'État de faire la lumière sur la gestion des ressources publiques. C'est parti en Afrique du Sud pour Indaba Mining, le rendez-vous du secteur minier africain pour promouvoir la transparence, la collaboration, créer un avenir plus résilient du secteur minier. Le Mali y est présent avec ses potentialités et son savoir-faire. Au Sénégal, un réseau de pédocriminels démantelé par la police sénégalaise en collaboration avec la police française. Pendant ce temps, le secrétaire général des Nations Unies, adjoint de l'ONU et en République démocratique du Congo, et puis le président de la Somalie était en visite en Égypte, au Portugal. Le pays se lève ce matin avec un nouveau président élu à l'issue du second tour de la présidentielle hier. Et puis le dossier de ce lundi va porter sur la culture. On sera à Tombouctou avec le Tindéber ou le grand mortier entre rite symbolique et danse du Bélédjé. Cette fête est attendue par tout Tombouctou. Pourquoi Najim Baba Sissé nous édifiera? En sport, compétition africaine des clubs en Ligue des Champions, le Stade malien de Bamako, pour son coup d'essai, est en train de devenir le coup de maître avec sa qualification pour les quarts de finale de la plus lucrative des compétitions africaines des clubs, tandis qu'en Coupe de la CAF, le Djoliba continue sa série noire. Plus de victoires pour les Rouges de Bamako après une dizaine de rencontres sur le continent. Voilà pour le sommaire. Dans un instant, les détails. Mesdames et messieurs, bonjour. Lundi 9 février 2026. Merci d'avoir choisi Radio Mali pour vous informer et bienvenue. Je l'annonçais dans les titres. Le procès Paramount Embraer s'est ouvert depuis quelques mois dans la chambre criminelle du pôle économique et judiciaire et continue toujours de défrayer la chronique malgré la suspension jusqu'au 23 mars prochain pour complément d'enquête et de preuves. Pour en savoir davantage, nous sommes allés à la rencontre du procureur de la République du pôle national économique et financier. Je vous propose d'écouter Mohamedine Ag Oussa au micro de Nyanya Aliou Traoré. Ce sont 2 contrats qui ont été passés, n'est-ce pas, et qui avaient pour but, naturellement, d'équiper nos forces de défense et de sécurité. Ces deux marchés, l'un c'est avec Paramount. Paramount, c'est une société sud-africaine et qui portait sur l'achat et la livraison de 36 maraudeurs et leurs tourelles, mais également d'autres services, pièces de rechange, formation, etc. Les maraudeurs, ce sont ce qu'on appelle les blindés. Maintenant, avec Embraer, cette fois-ci une société brésilienne, le marché, c'était pour l'achat et l'acquisition de 6 avions Super Tucano. C'est des avions, mais pas seulement les avions, vous avez leur équipement, vous avez la formation des pilotes, vous avez les supports logistiques, etc. Tous ces contrats-là ont été signés dans le cadre de cette loi de programmation et d'orientation militaire. Et si ma mémoire est bonne, avec Paramount par exemple, c'était un contrat signé le 23 novembre 2015 et son avenant intervenu bien plus tard, le 20 et 22 juin 2017. Pour ce qui concerne Embraer, c'est le 13 octobre 2015 et son avenant le 30 novembre 2017 pour des montants exprimés dans des devises, etc. Et donc cette affaire qui, à l'époque, ces marchés ont été contrôlés, si vous voulez, audités, et il a été relevé un certain nombre de fautes qui sont susceptibles de constituer des infractions à la loi pénale, qui ont été dénoncées. Les reproches qui sont faits, ce sont des faits qui sont susceptibles de constituer les atteintes aux biens publics, le blanchiment des capitaux, les faux et usage de faux et complicité de ces faits. C'est plus d'une dizaine de mises en cause. Il y a des mises en cause qui sont concernées, qui sont l'objet de mandats d'arrêt internationaux. Le verdict n'est pas encore prononcé. Le dossier n'a pas été jugé sur le fond. C'est-à-dire que nous avons tenu une audience qui s'est étalée sur 1 mois et demi environ. Comme n'importe quel dossier, l'instruction à la barre, la chambre criminelle a estimé qu'il y avait des zones encore d'ombre sur lesquelles
elle a ordonné ce qu'on appelle un supplément d'information par un jugement avant dire droit. Et c'est légal. Et c'est ce qui a été fait en date du 6 février. Pour avoir renvoyé au 23 mars 2026, eh bien, les débats vont reprendre. Et c'est ce qui va nous amener jusqu'à aller à la décision définitive que tout le monde attend, donc laquelle n'est pas encore rendue. À l'instant, Mohamed Oussa, il est le procureur du pôle national économique et financier sur le procès Paramount Embraer. 13h05, hors du pays, direction l'Afrique du Sud, la nation arc-en-ciel où le Mali prend part à l'édition 2026 du Mining Indaba, le grand rendez-vous annuel du secteur minier africain, organisé depuis plus de 3 décennies à Cape Town, en Afrique du Sud. Devenu l'un des forats miniers les plus influents au monde, l'événement réunit gouvernement, compagnies minières, investissements et communautés locales autour des enjeux stratégiques, des défis et des perspectives de l'industrie extractive sur le continent. Une plateforme de dialogue et de partenariat à laquelle le Mali participe. Les enjeux de Mining Indaba, c'est avec nos envoyés spéciaux à Cape Town, Garibou Pérou et Djeli Makandjabati. Après des années d'absence, le Mali signe son grand retour à Cape Town à l'occasion de Mining Indaba, le plus grand rendez-vous mondial de l'industrie extractive. Une scène stratégique où, de ce lundi à jeudi, investisseurs internationaux, institutions financières et décideurs du secteur minier africain et mondial croisent leurs visions et leurs ambitions. À Cape Town, le Mali ne vient pas en simple observateur. Il revient avec une voix claire, souveraine et résolument ambitieuse, celle d'un pays engagé dans la construction d'un nouveau partenariat minier fondé sur la performance économique, l'équité et la durabilité. Une orientation pleinement assumée, inscrite dans la dynamique de refondation du secteur, amorcée avec l'adoption du Code minier en 2023 et de la loi sur le contenu local dans les secteurs miniers. À la tête de la délégation malienne, Sonsourou Ndambélé, secrétaire général du ministère des Mines, portera la voix du Mali. Une parole ferme et responsable, celle d'un État déterminé à redéfinir sa place et à dialoguer d'égal à égal avec les grandes puissances du secteur. Une démarche fondée sur une conviction forte, la valorisation nationale des ressources minières au service du développement. Véritable carrefour de la diplomatie minière africaine, Mining Indaba offre au Mali un espace de visibilité, de négociations et de repositionnement. Les attentes de la délégation sont claires. Il s'agira de présenter un cadre minier rénové, cohérent avec les orientations de l'État et d'adresser un message fort de stabilité, de lisibilité et de confiance aux investisseurs. Un temps fort est particulièrement attendu la journée de mercredi dédiée au Mali. Mais au-delà de la présence, le message est sans équivoque. Le Mali affirme une vision, celle d'un État minier responsable, conscient de ses immenses potentialités et décidé à en faire un levier durable de croissance, de souveraineté et de prospérité partagée. De Cape Town, Garibou Pérou et Djeli Makandjabati pour l'ORTM. Et de l'Afrique du Sud, de la nation arc-en-ciel, pays de Nelson Mandela, nous prenons la direction du Sénégal, le pays de la Teranga, où 14 personnes ont été arrêtées, soupçonnées d'appartenir à un réseau de pédophiles opérant entre le Sénégal et la France. Selon la police sénégalaise, l'information a été rendue publique hier. Les personnes interpellées ont été présentées vendredi dernier devant un juge pour pédophilie organisée, proxénétisme, viol de mineurs de moins de 15 ans et transmission volontaire du VIH-Sida. En République démocratique du Congo, le secrétaire général adjoint des Nations Unies, Jean-Pierre Lacroix, est en visite pour 2 jours. Il doit rencontrer la classe politique congolaise, les confessions religieuses et la société civile avant de se rendre dans l'est du pays où le conflit continue. Cette visite intervient dans un contexte particulièrement tendu entre crise sécuritaire persistante dans l'est du pays, cessez-le-feu fragile entre l'armée congolaise et les rebelles de l'AFC M23. En Égypte, le président Abdel Fattah al-Sisi a reçu hier son homologue somalien Hassan Sheikh Mohamoud au palais présidentiel du Caire. Le chef de l'État égyptien a réitéré le soutien indéfectible de son pays à l'unité et à l'intégrité territoriale de la Somalie. Un porte-parole du président Abdel Fattah al-Sisi a déclaré que les 2 hommes ont discuté de la coopération dans les domaines de la sécurité et de l'armée, en particulier la lutte contre le terrorisme. Enfin, au Portugal, le socialiste António José Seguiro a été élu hier président de la République portugaise avec 66,8% des suffrages au second tour face au leader d'extrême droite André Ventura qui a obtenu 33,2%. Candidat âgé de 63 ans et ancien secrétaire général du Parti socialiste de 2011 à 2014, José António
Antonio José Seguro va prêter serment le mois de mars prochain. À noter que c'est la première fois dans l'histoire du Portugal qu'un président est élu avec 66,8% des voix. Retour au Mali et direction la capitale du Méguétan pour parler de cette donation de véhicules, notamment 6 véhicules remis par le gouverneur de la région, le colonel Lamine Kapori Sanogo. Ces moyens roulants sont offerts par l'UNICEF en collaboration avec le ministère de la Santé et du Développement social avec l'appui des Gavi. Le point de la donation, c'est avec Ousmane Kouita. Les autorités de la transition, soucieuses de la santé de la population, multiplient des actions allant dans le sens de l'amélioration du plateau sanitaire au Mali. Elles viennent une fois de plus doter ces services en charge de la santé des véhicules Toyota Hilux. Le chef de l'exécutif régional, le colonel Lamine Kapori Sanogo, tout heureux a remis officiellement les clés des véhicules aux structures sanitaires de la région. Colonel Lamine Kapori Sanogo, gouverneur de la région de Koulikoro. Dans le cadre du renforcement des acquis logistiques de la santé, les plus hautes autorités de la transition sous la conduite de son excellent général d'armée Assimi Goïta ont réalisé un certain nombre de véhicules à travers le partenaire UNICEF pour réduire le délai d'intervention des agents de santé et du personnel de suivi, et particulièrement en ce qui concerne la vaccination de nos enfants. Ce geste est le résultat d'un partenariat solide entre l'UNICEF à travers l'Alliance globale pour la vaccination Gavi et le ministère de la Santé. Colonel Lamine Kapori Sanogo, gouverneur de la région de Koulikoro. Ces véhicules qui ont été mis à notre disposition permettront au personnel de réduire les distances et aussi de réduire le temps d'intervention, ce qui est très important. Koulikoro a reçu assez de moyens en ce qui concerne les équipements médicaux. Donc c'est le lieu de saluer les plus hautes autorités de la transition qui ne ménagent aucun effort pour que la santé publique soit une préoccupation majeure. La remise officielle des clés à la directrice régionale de la santé de Koulikoro a mis fin à la cérémonie. Koulikoro, Ousmane Kouita, Amadou Tchoukari pour le RTM. Radio Mali à Tombouctou et environ 99.9 MHz en FM. Vous l'avez compris, nous allons aller dans la cité des 333 saints pour parler d'une tradition séculaire au quartier d'Abaradjou, perpétuée par les hommes et les femmes, qui s'appelle le Tende Ber, c'est-à-dire le grand mortier, célébré chaque année au 14e ou 15e jour précédant le mois de Ramadan. Cet événement socio-culturel commémore le retour du prophète Seydina Bilal après sa captivité. Entre rites symboliques et danse du Bélédi, la population de la cité des 333 saints se mobilise massivement pour vivre ces moments de mémoire, de foi, de soumission, mais surtout de communion. Le Tenderber nous est raconté par Najim Babasisi. Plusieurs rites entourent le Tindeber ou la libération du prophète Seydina Bilal des mains des mécréants. Les femmes du quartier à Baradjou, à Tombouctou, appuyées par les différentes communautés, préparent de la pâte de crème à base de mil qu'elles distribuent pour les familles et à quelques personnalités de la ville, signe d'alerte de l'événement. Fatouma China, personne ressource. Les jours de Seydina Bilal est une grande joie pour nous. Nous avons hérité cette tradition de nos vieux parents. Nous la perpétuons aussi. Pendant toute la journée, nous sommes entre nous, voisins et les gens venus des autres quartiers. Nous préparons la crème, nous mangeons ensemble dans la joie. 3 grandes familles sont connues pour la sauvegarde de ce précieux héritage, à la fois culturel et culturel. Les familles de Beidali Boku, des Béré et des Inné, où l'atmosphère est joviale. La préparation de la pâte de crème se déroule dans une cohésion suivie de la danse du Belledji, magnifiant le retour du prophète Seydina Bilal parmi les siens après sa captivité. Ici, pas question d'âge ni de statut, tout le monde est confondu dans la danse du Belledji. La célébration du Tindeber se situe entre le 14e et 15e jour avant le début du mois de Ramadan. La population de Tombouctou dans son ensemble vit ces instants. Mahaman Gobi, notable au quartier Sankoré. Ce Tindeber-là est organisé à la veille du Ramadan parce que c'est le seul événement que les quartiers même à Baradjou conservent actuellement. Après cette manifestation-là, vraiment on est en rupture des autres manifestations
parce que vraiment c'est le mois béni qui va s'annoncer. Donc ça reste gravé dans les mémoires des gens. Commissaire de police Moussa Diara, 2e arrondissement. C'est une grande chose. Si les jeunes chassent où ils viennent, ils vont savoir d'où ils partent. C'est une très bonne chose. On est très heureux, on est prêt à accompagner cette initiative. Je salue les organisateurs et les initiateurs. Dans chacune de ces familles se trouve une matriarche se distinguant par son foulard appelé Kambouche, signe de respect et de leadership. Ibrahim Sidi Touré, membre de la commission d'organisation de Tindaber. Ce n'est pas toute femme qui peut porter le kambouche. Donc c'est après la ménopause. Le kambouche est un signe de sagesse. C'est pour montrer que cette femme, elle n'est pas n'importe qui. C'est pour montrer que cette femme, elle est pleine de sagesse, elle est pleine de bravoure. Donc c'est pour cela qu'elle le porte. Ce n'est pas toute femme aussi qui le porte parce qu'il faut être un vrai leader pour le porter. Les femmes constituent un maillon essentiel du Tindaber. Fatouma Baba, présidente de l'association Tombouctou Patrimoine. Nous les femmes, vraiment, on a une participation particulière. Il faut reconnaître qu'à la veille, on fait d'abord une préparation de la crème d'abord. Donc le lendemain, on fait ce Tindaber. Convaincus que l'événement est un pan important de la culture de Tombouctou, les autorités communales s'engagent à maintenir sa célébration en promettant d'y ajouter leur touche. Yeya Tandina, président de la délégation spéciale de la commune urbaine de Tombouctou. Ici, je prends l'engagement et la certitude que les prochaines éditions seront co-organisées avec la commune urbaine de Tombouctou. Cela va faciliter l'appropriation de cet événement à toute la population de Tombouctou, mais en impliquant également tous les quartiers de la ville de Tombouctou. Ce n'est pas un événement d'Abaradjou, ça se tient à Abaradjou. La célébration du Tindaber se clôture par l'accompagnement du Wedji, c'est-à-dire la marraine, par des youyou jusqu'à son domicile. Tombouctou Najim Baba Sissé Mauloud Tandina pour le RT. Il est garant de la tradition de sa localité, Boadjé, mais on va parler, pas culture, mais plutôt sport avec lui et en direct dans ce studio. Vous l'avez compris, si tout va bien, tous les lundis, c'est avec Dougouti Bafotigi Tunkara, comme je l'appelle très affectueusement. Fotigi Tunkara, bonjour et bienvenue. Merci, bonjour à vous le nouveau diplomate et bonjour à tous. Alors, on va pas parler de ça tout pour le moment. On va aller sur le continent pour parler de la Ligue des champions d'Afrique de football. Le Stade Malien de Bamako se qualifie pour les quarts de finale. Un match comptant pour la 5e journée du groupe D. Les Blancs de Bamako se sont imposés 1-0 devant l'Espérance sportive de Tunisie. Belle opération du Stade Malien de Bamako qui s'est qualifié brillamment pour les quarts de finale de la Ligue des champions d'Afrique de football. Au compte de la 5e et avant-dernière journée du groupe D hier au stade du 26 mars de Irimadio, les Blancs de Bamako ont battu l'Espérance sportive de Tunisie par le score d'1-0, but marqué à la 54e minute de jeu par Dada Koulibaly, suite à un pressing haut du stade sur son flanc droit avec une prise à deux sur Ben Hamida, le latéral gauche tunisien, pour lui chipper les ballons. Mamadou Traoré Kapi récupère le cuir pour effectuer un centre en retrait au niveau du point de pénalty. En pleine foulée pour être au rendez-vous, Dada Koulibaly reprend la balle repoussée dans un premier temps du pied tant bien que mal par le portier tunisien. L'attaquant du stade poursuit son action et reprend à nouveau les ballons en déséquilibre pour battre l'équipeur tunisien 1-0. Ce score qui ne changera pas permet au Stade Malien de Bamako d'assurer non seulement sa qualification pour les quarts de finale, mais aussi surtout la première place du groupe D. Un exploit historique au Mali que l'entraîneur du Stade Malien de Bamako attribue à l'abnégation de ses joueurs. Je vous propose d'écouter Moril Mesak Ndjoya au micro de Art du Matina. La victoire n'a pas été facile. Nous avons dû puiser au plus profond de nos tripes pour obtenir ce but et ma foi qui nous permet de terminer premier de notre poule et ainsi éviter d'être associés à la nuit de longs couteaux que se livreront Espérance de Tunis et Petro Atlético samedi prochain. Voilà, la 6e et dernière journée contre Simba SC en Tanzanie ce week-end ne sera qu'une simple formalité pour les Blancs de Bamako. Alors, côté tunisien, l'on se montre très fair-play, sans faux fiant. L'entraîneur de l'Espérance sportive de Tunisie reconnaît tout simplement le mérite de l'adversaire. Je vous propose d'écouter Maher Kansari au micro de Ard du Matina. Tout d'abord, félicitations au Stade Malien pour la qualification. Ils ont mérité amplement leur victoire. Ils ont mérité leur qualification. On n'a pas mérité de gagner. C'est la meilleure équipe sur le terrain qui a gagné le match. Voilà, très fair play. On précise que dans l'autre match de ce groupe de Petro Luanda d'Angola et Simba SC de Tanzanie se sont tenus en échec un but partout. Autre résultat de cette 5e journée.
River United du Nigeria s'est incliné devant Pyramide FC d'Égypte 4-1. Saint-Éloi, Lupopo de la RDC et Mamelodi Sundowns d'Afrique du Sud ont fait match nul 1 but partout. La GS Kabylie d'Algérie et les National Al-Ahly d'Égypte ont fait jeu égal 0-0. Les Phares de Rabat du Maroc ont gagné contre les Young Africans de Tanzanie 1-0. Power Dynamo de la Zambie a battu la Renaissance sportive de Berkane 2-0. Le Moudia Club d'Alger s'est imposé devant Al-Hilal d'Omdurman du Soudan 2-1. Pour à l'image du stade Malien Bamako, certaines équipes ont déjà obtenu leur ticket pour les quarts de finale. Absolument. À une journée de la fin donc, de cette phase de groupe, quelques équipes ont déjà validé leur billet pour les quarts de finale. C'est le cas donc pour le stade Malien de Bamako dans le groupe D, Pyramide FC d'Égypte dans le groupe A et le National Al-Ahly d'Égypte dans le groupe B. Premier du groupe A avec 10 points, Pyramide d'Égypte a tiré son épingle du jeu. River United du Nigeria étant out avec une seule unité. Le deuxième ticket du groupe se jouera dans un duel à distance entre Berkane et Power Dynamo, respectivement deuxième et troisième du groupe A avec 7 points chacun. Leader du groupe B avec 9 points, le National Al-Ahly d'Égypte a décroché son billet avec 3 points. La GS Kabylie étant hors course. Les Phares de Rabat du Maroc en ballottage favorable avec 8 points et un meilleur guillevrage dispute dans un duel à distance l'autre ticket du groupe avec les Young Africans de Tanzanie, 5 points et un faible guillevrage général. La parité au guillevrage particulier étant toujours en vigueur au niveau de la CAF étant constaté. Le suspense est donc à son comble dans le groupe C où il faudra attendre la 6e et dernière journée pour voir la situation se décanter. Pour l'instant, c'est Al-Hilal d'Omdurman du Soudan qui mène la course en tête avec 8 points devant le Moudia Club d'Alger 7 points, Mamelodi Sundowns d'Afrique du Sud 6 points et Saint-Éloi Lupopo de la RDC 5 points. Avec 11 points dans le groupe D, le Stade Malien de Bamako s'est déjà tiré d'affaire. Simba SC hors course avec 2 points. L'Espérance sportive et le Petro Luanda avec 6 points chacun vont se battre pour l'autre ticket du groupe D. Oui, Fotiki Tunkara, à l'image de la Ligue des Champions, contrairement au stade malien de Bamako, en Coupe CAF, le Doliba continue sa série noire. Toujours pas de victoire pour les Rouges de Bamako après une dizaine de rencontres dans les compétitions africaines. Hier, c'est défaite contre l'Olympique de Safi du Maroc, 2-1 au compte de la 5e journée. Oui, aventure compliquée pour le Djulbasé qui concède ainsi sa 4e défaite en 5 matchs de poule. Au compte de la 5e journée du groupe A de la Coupe de la Confédération, les Rouges ont perdu hier 2-1 contre Olympique Club Safi du Maroc, doublé de Sofiane El Moudane pour les Marocains à la première et à la 50e minute de jeu. L'unique but du Djulbasé est inscrit sur pénalty à la 14e minute de jeu par Abouakar Diarra Senior. Les Rouges brisent ainsi un Indien qui ne leur avait pas permis de scorer en poule depuis 10 matchs en compétition africaine. Dans l'autre match de ce groupe, l'FC San Pedro de Côte d'Ivoire s'est incliné devant le CM d'Alger 3-2. Autre résultat de cette 5e journée, Sigida Blacksad de la Tanzanie a perdu contre les Serbes Belouizdad d'Algérie 1-0. Kazachief d'Afrique du Sud a dominé Al-Masri d'Égypte 2-1. Nairobi United du Kenya a perdu contre Wydad d'Assé de Casablanca 1-0. Zesco United de la Zambie a gagné contre Zamalek d'Égypte 1-0. AS Oto Odoyo du Congo-Brazzaville, coaché par notre compatriote Sekou Sek Bako, a battu Stellenbosch d'Afrique du Sud 3-0. Sacrée performance donc de Sekou Sek Bako qui marque ainsi l'histoire de l'AS Oto et du football congolais. Le technicien malien devient ainsi le premier entraîneur à qualifier l'AS Oto pour les quarts de finale d'une compétition continentale, une performance inédite. Cet exploit prend d'ailleurs une dimension particulière dans un contexte de crise alors que le conflit entre le ministère et la fédération a privé l'AS Oto du championnat. Malgré ces difficultés, le club a su répondre sur le terrain et atteindre un niveau jamais égalé. Je vous propose de suivre à présent le secret de cette réussite de notre compatriote Sekou Sek Bako avec l'AS Oto Doyo Bako que nous avons joint au téléphone ce matin. C'est vrai qu'au début, ça a été très difficile. Ça a été difficile pour comment? Déjà, on avait un nombre très élevé de joueurs maliens qui sont avec nous ici, qui sont au nombre de 8. Vous savez, c'est jamais facile d'emmener 8 joueurs étrangers dans un pays comme le Congo. Parce qu'ici, on privilégie beaucoup de mettre les joueurs congolais en avant. Mais bon, on a fermé les yeux parce qu'on avait déjà la bénédiction des dirigeants qui nous accompagnaient à tous les niveaux. Donc, on a insisté sur nos joueurs et sur les joueurs congolais. C'est à travers cette aventure que j'ai compris
que l'entraîneur et les joueurs maliens ont de la valeur. Mais nous-mêmes, on ne s'en rend pas compte. Les joueurs maliens, ils sont bien éduqués. Les joueurs maliens, ils sont très engagés. Ils sont déterminés à relever le défi. Donc, ça nous a beaucoup facilité la tâche. Au jour d'aujourd'hui, tout le monde dit vraiment les joueurs maliens, c'est des bons joueurs. Ils ont aidé l'équipe. Ils sont là pour nous. Vraiment, des coachs. Tout le monde, quoi. C'est pas seulement moi seul qui ai fait cette belle mission. Il y a mon préparateur physique qui est comme mon adjoint, Ablay Koulibaly, qu'on l'appelle Lisa. Mais le tout, on le doit à notre mentor, Alou Badra Diallo Di Conti, qui a été là pour nous, qui n'a ménagé aucun effort pour qu'on soit là où nous sommes aujourd'hui. Voilà, Ousmane Daou, c'était là donc Sékou Sek Bako. C'est vrai, même si les Djoloba ne jouera pas les quarts de finale de la Coupe de la Confédération, mais le Mali n'y sera pas absent du tout. Alors, je précise que Bako Sek a saisi cette occasion pour rendre hommage à Alou Badra Diallo Conti qui lui a permis d'être là-bas et également à Moussa Konaté qui lui a mis les pieds à l'étrier dans ce métier d'entraîneur de football. Et surtout alors, il faut aussi préciser que l'intégralité de cette interview c'est à suivre dans Mondial Sport ce soir à partir de 21h sur la radio nationale. Et c'est aussi un ancien entraîneur du Joliva, c'est Sékou Sek Bako. Ah oui, absolument, tout comme du Stade Malais d'ailleurs. Alors, Dougouti Bapotigi, il ne me reste plus qu'à vous remercier pour votre participation à ce 13h de ce 9 février 2026. Merci à vous. Une dernière nouvelle? Oui, juste les qualifiés au niveau de l'association des groupes, au niveau donc, de la Coupe de la Confédération. Ok, voilà, on va dire que à l'image donc à une journée de la fin donc de cette phase des poules, certains groupes ont donc déjà donné leur verdict. C'est le cas donc dans le groupe A où l'USM et Olympique Safi sont qualifiés pour les quarts de finale. L'FC San Pedro de Côte d'Ivoire et le Djoloba AC passe à la trappe dans le groupe B. Le Wydad AC avec 12 points décroche ainsi son ticket pour les tours suivants avec 9 points chacun. Manima Union de la RDC et Azam de la Tanzanie se disputent l'autre ticket du groupe dans un duel à distance lors de la 6e et dernière journée. Nairobi United 0 points cherchera certainement à sauver l'honneur. Le groupe C a connu son épilogue avec la qualification du Serbe Belouizdad de 12 points et AS Oto Odoyo dont on parlait tout à l'heure avec 9 points. Sigida Black Star 4 points et Stellenbosch d'Afrique du Sud 4 points également sont éliminés dans le groupe 2. Seul Zesco United de la Zambie avec 3 points n'est plus dans la course. Les leaders Kaizer Chiefs 10 points, son dauphin Zamalek d'Égypte 8 points et Al Masry d'Égypte 7 points doivent attendre la 6e et ultime journée pour connaître leur sort. Ce sera très chaud dans les poules lors de la 6e journée, bien sûr, de compétition africaine des clubs. Il est 13h25 à Dramane, c'est dans la région de Caille, même heure à Logo-Kakoulou, toujours à Caille, et à Kona, à Mopti. C'est la fin de cette session d'information qui vous a été présentée par Ousmane Daou. Réalisation, Draman Sanogo. Mise en onde, Ténéman Doumbia, assisté d'Alimata Ouattara. Mise en ligne, Mamoutou Danti et Marcel Tessougé. Prochain rendez-vous avec l'actualité, c'est à 19h30. Vous serez en compagnie de Kouma Sissé. Mais d'ici là, gardez vos positions d'écoute. Dans un instant, Kani Keita sera là pour les aviser et communiquer. Si vous êtes à table, bon appétit. Si vous avez fini de manger, bonne digestion. Tout le plaisir a été pour nous de vous servir. Chacun de nous ne peut être une étoile, mais tâchons de briller pour éclairer là où nous sommes. Au revoir et à très bientôt.